La TVT au cœur de l'information. Il est 20h sur la télévision togolaise. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce dimanche. Les Togolais appelés à persévérer dans le respect du couvre-feu en vigueur depuis le dimanche dernier. La force mixte anti-pandémie FOSAP a fait le point. Elle se dit satisfaite de cette première semaine. Plus de précisions à suivre dans cette édition. De jeunes entrepreneurs appuyés grâce au programme Yewa, ils résident dans les régions des Plateaux et de la Kara. Le programme a été mis en œuvre sur 3 ans. Les acquis de ce programme à suivre dans ce journal. Autre sujet à aborder, l'implantation anarchique de panneaux publicitaires dans le Grand Lomé. Comment lutter contre ce fléau? On fera le point sur la réglementation en vigueur dans ce domaine. Voilà pour les titres. Bienvenue, voici votre journal. C'est l'heure du bilan pour les membres du comité régional d'orientation et de pilotage CROP des différents projets du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Ils se sont réunis à cet effet à Kara. On fait le point sur leurs échanges avec Inès Permozo. Le comité régional d'orientation et de pilotage CROP a pour mission de diriger et de suivre les projets mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Les membres tiennent des rencontres pour passer en revue le niveau d'exécution de ces projets. Ici, c'est le CROP Kara qui s'est réuni. Les projets qui ont fait l'objet des échanges sont le PADAT, projet d'appui au développement agricole au Togo, le PDP-RK, projet de développement de la production risicole dans la région de la Kara, le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, et le projet de création de l'agropole du bassin de la rivière Kara. Par rapport au projet PADAT, beaucoup de réalisations ont été faites, notamment à travers la construction des infrastructures, l'appui aux producteurs en équipement de transformation, la construction des hangars de marché. Donc beaucoup de choses ont été faites, mais quand même il y a quelques difficultés. Et par rapport au projet PDPRK, beaucoup de choses aussi ont été faites. Nous avons en tout 8 sites pour cette préfecture. Et sur tous ces sites, des espaces sont aménagés pour la production du riz. Par rapport au MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, beaucoup de promoteurs ont été déjà appuyés et le MIFA nous a aussi aidé dans l'octroi des intrants comme crédit de campagne. Concernant le projet de l'agropole de Kara, le CROP a reconnu que les travaux ont pris beaucoup de retard. Il espère qu'avec la nouvelle feuille de route du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, un coup d'accélérateur sera donné aux activités prévues. Des projets cantonaux de plan international Togo font objet d'évaluation à Elavagnon dans l'Est Mono. Projet mis en œuvre dans 7 cantons et axé sur la promotion du droit des enfants. Alors, où en est-on aujourd'hui avec ces projets? Les éléments de réponse avec Sylvain Abdou. Plan international Togo promeut le droit des enfants, des jeunes filles et garçons, des femmes et bien d'autres acteurs, notamment les personnes en situation de vulnérabilité, plus précisément les handicapés. Le projet est exécuté dans 7 cantons de la préfecture de l'Est Mono. Il prend également en compte celle d'Agni. Cette année, il couvre la période de juillet 2020 à juin 2021 et consiste à mener des actions pour la sauvegarde des enfants et des jeunes, promouvoir leur leadership, mais aussi réduire les violences physiques et bien d'autres à l'endroit de cette cible. Nous attendons effectivement voir les filles et les jeunes femmes, les enfants et jeunes les plus vulnérables évoluer, aussi bien à l'école qu'en apprentissage, et développer un leadership qui leur permette de devenir des êtres responsables, des adultes responsables demain. Après donc 6 mois de mise en œuvre, les acteurs se sont donc retrouvés pour un bilan à mi-parcours en vue d'évaluer le chemin parcouru et envisager des perspectives. Il sera question fondamentalement d'évaluer le niveau de mise en œuvre des projets cantonaux. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quelles sont les belles leçons qu'on peut tirer de la mise en œuvre? Et comment on va
aborder le semestre prochain de janvier à juin pour nous assurer que la mise en œuvre technique, la gestion financière et les résultats auxquels on doit s'attendre sont en train d'être atteints de manière efficace. Ce projet, financé sur fonds de parrainage, a mobilisé plusieurs acteurs qui interviennent, notamment l'ONG Solidarité Active pour le développement qui apporte son appui technique pour orienter et encadrer les communautés en vue de la mise en œuvre efficace et efficiente du projet. Une semaine après l'entrée en vigueur du couvre-feu dans le Grand Lomé, la force mixte anti-pandémie FOSAP fait le point. Elle se dit satisfaite des bonnes attitudes de la population au cours de cette première semaine et invite tout un chacun à garder le cap afin de rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Le résumé de Chris Agbedine présenté par Pierre Sousoupo. Encore une semaine et ce sera la fin du couvre-feu. Les Togolais sont appelés à adopter des comportements civiques et citoyens dans le respect des mesures édictées par le gouvernement. Des mesures pour freiner la propagation de la pandémie liée au Covid-19 en cette période des fêtes de fin d'année. La force spéciale mixte anti-pandémie salue la bonne attitude des populations dans l'observance du couvre-feu entré en vigueur le 20 décembre dernier. Elle convie de nouveau les Togolais à un sursaut national. Le message que je voudrais donner à l'intention de la population, c'est de continuer par faire preuve de responsabilité, du civisme et se comporter comme elle s'est comportée depuis le début du couvre-feu. Nous aurons toujours l'approche pédagogique, mais les récalcitrants s'exposent à des sanctions en vigueur et qui vont des amendes. Et pour ceux qui poseront des actes qui agressent les forces de sécurité ou les autres concitoyens, ils seront soumis à la rigueur de la loi. Mais nous ne voulons pas arriver à ce niveau. Nous comptons sur la population qui déjà s'est bien comportée et donc à qui nous demandons un effort supplémentaire pour cette deuxième semaine de façon à ce que les mesures additionnelles liées au fait soient respectées et que nous ne continuons pas à vivre avec le virus après cette période, en respectant les mesures barrières, malgré les contraintes, et en faisant beaucoup plus d'efforts le 31 et le 1er janvier. La maladie est là, nous devons vivre avec. Pour nombre d'observateurs, la force spéciale mixte anti-pandémie a su faire preuve de professionnalisme, de pédagogie pour amener les populations à adhérer aux mesures prises par le gouvernement pour justement les protéger contre le Covid-19. Chaque citoyen est appelé à plus d'engagement, à plus de civisme pour gagner la lutte commune contre cette pandémie. Des mesures prises justement pour limiter la propagation du Covid-19. À ce jour, dimanche 27 décembre 2020, la situation au Togo se présente comme suit. Nombre de cas confirmés, 3564. 9 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 3301. 40 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 195 et 68 décès. Un communiqué signé par le professeur Moustapha Mijiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins. Ce sera une démission de jeunes entrepreneurs appuyés pour booster leur entreprise dans les plateaux et dans l'Akara, un appui dans le cadre du programme Youth Empowerment in West Africa IWA. Après 3 ans de mise en œuvre, une visite de presse a été organisée pour la visibilité des acquis de ce programme. Yassimine Kodia nous en parle. Komla Maoudjuro, un jeune entrepreneur avec une carrière spéciale. Titulaire d'un bac et diplômé en informatique, il s'est reconverti en cordonnerie qui selon lui est une passion depuis l'enfance. Depuis plus d'1 an, ce travail de passion se professionnalise grâce à l'appui technique et financier qu'il bénéficie du programme Autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest, en abrégé IEWA. Avant IEWA, le travail n'était pas aussi efficace que ça, parce que le programme IEWA nous a apporté beaucoup de choses. Nous avions suivi des formations, d'abord des formations en droit,
dans la santé sexuelle et de la reproduction et la formation en entrepreneuriat. Comment nous devons gérer notre entreprise, comment un entrepreneur doit se battre, puisque ce n'est pas facile d'entreprendre. Il y aura des moments difficiles, mais en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas baisser les bras. Moi, là où je suis même, j'oublie que je suis handicapé. J'oublie parce que, à part marcher sans les béquilles, je ne sais pas ce qu'un valide peut faire que je ne vais pas faire. Bien qu'il a des moyens, bon, il peut le faire aussi vite que moi, mais je sais que je vais aboutir moi aussi à cette finalité. Donc, je n'ai aucun complexe avec mon handicap. Comme lui, des centaines de jeunes des préfectures de Hao, Bassar et Doufelgou bénéficient de l'accompagnement technique et financier du programme Youth Empowerment in West Africa de plan international. Il y a un an que j'ai découvert le programme Yewa et c'est grâce à une amie. Nous nous sommes constitués en association et nous avons été formés sur plusieurs thématiques dont le droit à la santé sexuelle et reproductive et en entrepreneuriat. Nous avons aussi bénéficié d'une aide financière, ce qui m'a permis de booster un peu mon commerce. Après les formations que nous recevons, lorsqu'on revient dans nos associations, par rapport aux informations qu'ils nous ont données, on fait d'abord la restitution au groupe et on passe maintenant à la sensibilisation sur le terrain. Par rapport à l'entrepreneuriat, moi-même, j'exerçais le métier avant de recevoir aussi la formation. Mais cette formation a renforcé mes capacités en matière d'organisation, de gestion d'une entreprise. Le programme Yewa a été initié pour répondre à des besoins spécifiques des jeunes. Lorsque un jeune est autonome économiquement et qu'il a les bonnes informations en matière de santé sexuelle et reproductive, il fera un choix éclairé pour sa vie sexuelle. Lorsque le jeune est informé et qu'il reçoit en fait une formation de qualité, il est capable de devenir un entrepreneur éclairé, un entrepreneur qui sait fructifier son initiative économique. Donc, Yewa répond à cette préoccupation fondamentale des jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes. Ces jeunes ont reçu des formations sur les questions d'entrepreneuriat. Elles ont élaboré leur plan d'affaires. Elles ont été accompagnées, elles ont été financées. Avant, on travaillait, comme on n'a pas d'aide technique, on n'a pas suivi des formations, on faisait comme ça. Même si on trouve 500 francs, on mange, on prend, on utilise. Avec l'appui du programme Yewa, on a eu des formations en entrepreneuriat. Au niveau des microfinances, ils nous ont facilité les prêts. Avec l'appui financier qu'on a vu, ça nous a fait avancer notre activité. Dans le cadre du programme, des enseignants, chefs d'établissement, inspecteurs et des membres de comités de parents d'élèves ont été renforcés sur les alternatives aux méthodes violentes d'éducation et la promotion de l'éducation de la jeune fille. Les patrons et patronnes d'ateliers ont été également renforcés sur ces méthodes non violentes sur les lieux d'apprentissage. Un reportage de Derman Songoya. Pas de Brexit sans accord. Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont enfin parvenus à un accord après de longs mois d'âpres négociations. L'accord entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain. Le compte-rendu de Chris Agbedi nous présenté par Ramdan Bassina. Il aura fallu 9 mois de tortueuses négociations pour parvenir à un accord qui régira désormais les relations économiques entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021. La pêche était l'un des points de blocage des négociations. L'accord signé prévoit finalement qu'au terme d'une période de transition de 5 ans et demi jusqu'en juin 2026, donc, les pêcheurs de l'Union européenne devront chaque année reverser au Royaume-Uni une somme équivalente à 25% de leur prise dans les eaux britanniques, soit environ 160 millions d'euros. Il faut dire que les eaux britanniques sont un nid de poissons qui profitent énormément aux Européens. L'Union européenne offre avec cet accord un accès à son immense marché de 450 millions de consommateurs sans droit de douane ni de quotas pour tous les biens qui respectent les règles d'origine appropriées. Le Royaume-Uni et l'Union européenne se sont aussi engagés à respecter des conditions de concurrence équitables
en maintenant des niveaux de protection élevés dans les domaines tels que la lutte contre le changement climatique et la tarification du carbone, les droits sociaux et du travail, la transparence fiscale et les aides d'État. Un mécanisme constitué d'un conseil conjoint est également prévu pour régler les éventuels conflits entre l'Union européenne et son nouveau partenaire commercial. L'accès au marché européen des banques et assureurs basés à Londres est traité en parallèle des négociations sur l'accord commercial. Londres et Bruxelles n'ont également pu s'accorder sur une politique étrangère de défense et de développement commune. Pour mémoire, les Britanniques ont voté en faveur du Brexit lors d'un référendum le 23 juin 2016. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont avant cet accord inédit qui permettra aux deux parties de coopérer bras dessus, bras dessous. Toujours à l'étranger et en bref, les Centrafricains étaient appelés aux urnes ce dimanche. Paris à haut risque dans un pays où les 2/3 du territoire sont contrôlés par des groupes armés qui levaient d'ailleurs leur voix pour un report de ce scrutin. Malgré cela, vous le constatez, l'affluence était au rendez-vous dans les bureaux de vote. Quelques 7,4 millions d'électeurs sont aussi appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre au Niger pour élire le successeur au président Mohamedou Issoufou. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h ce matin et se sont fermés à 19 h dans la soirée. 30 candidats retenus par la Cour constitutionnelle sont en lice pour cette course présidentielle. Ceci dit, retour en page nationale ou des kits pour les enfants du personnel de la présidence de la République. Outre ces enfants, les enfants hospitalisés à l'hôpital de Baie ont également reçu de quoi célébrer en toute quiétude les fêtes de fin d'année. Un geste de solidarité et d'affection du chef de l'État, Faris Zimna Nyasingbe. Des précisions avec Pierre Soussoukba. Un Noël solidaire avec les tout-petits. L'acte présidentiel a atteint les enfants hospitalisés de l'hôpital de Baie. Agnès Akouvi Hero Johnson, conseiller du chef de l'État, a exprimé et traduit la sympathie de Fonya Singbe à ses enfants. Nous nous plions à la tradition de la célébration de Noël et je viens au nom du président de la République, M. For Essassina Nyasingbe, pour venir offrir des cadeaux aux enfants et leur donner un peu la gaieté et la joie en ce moment de fête de Noël. Un grand merci au chef de l'État d'avoir pensé, comme d'habitude, aux enfants malades, bien aux enfants qui sont hospitalisés dans notre hôpital. Et ce geste nous réconforte et traduit encore une fois son rapprochement à la communauté Baie. C'est un geste réconfortant, mieux, une belle action de solidarité qui réchauffe de nombreux cœurs en cette période difficile. Ce don vient, à point nommé, soulager les parents qui sont déjà sous le poids et la pression de la santé de leurs enfants, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et pour la circonstance, des petits mots à l'endroit de ces êtres fragiles peuvent également encourager. Comme pour dire des soins aux enfants, cela passe aussi par un moral d'acier. Depuis quelque temps, les panneaux d'affichage poussent comme des champignons dans le Grand Lomé, une pollution visuelle sans précédent. Une de nos équipes de reportage s'est intéressée au sujet et a approché certaines communes. Voici le reportage de Rachel Douassime, de Gisèle Kozona et de Sandra Aziagbe. Le constat est désagréable. Des affiches, pancartes et panneaux publicitaires sauvages, on en trouve un peu partout à travers la ville de Lomé. C'est une véritable pollution visuelle qui dégrade l'image de la capitale togolaise. Le phénomène prend de l'ampleur et déplaît. Ceux qui affichent, ils n'ont pas calculé les paramètres, si c'est commode ou bien c'est pas commode. On peut bien afficher, mais pas n'importe où. Concernant les affiches, avant de coller un truc sur le mur de quelqu'un, il faut demander le propriétaire que je veux coller telle chose, si ça vous plaît. Si c'est pour
un truc d'État. Je sais que l'État a ses emplacements où il doit coller ces choses. Le fléau n'est pas inconnu aux communes du Grand Lomé. À la commune Golfe 3 par exemple, le problème est pris à bras le corps et on assure avoir déjà organisé des séances de sensibilisation sur le sujet. De par l'affichage illégal, les gens véhiculent beaucoup de messages qui sont obscènes, des messages qui vont à l'encontre de la moralité et cela ne devrait pas se retrouver dans notre cadre de vie habituel. Nous avons même fait une opération de salubrité, de lutte contre l'affichage, où nous avons fait une descente forte sur le terrain pour enlever tout ce qui est affichage. Nous avons nettoyé, mais force est de constater qu'après 1 à 2 semaines, ça ressort de nouveau à tous les carrefours. Et pourtant, un processus bien ficelé est défini dans chaque commune pour permettre un affichage réglementé et coordonné selon le type de message à véhiculer. La réglementation est claire. D'abord, vous écrivez au maire que vous voulez afficher quelque chose quelque part. Vous écrivez, on reçoit la lettre et on va voir là où vous voulez afficher pour vous donner le quitus, vous donner votre accord par écrit avec les contraintes de la réglementation, la règle. On écrit tout ça et on vous remet, on signe. Et il y a des redevances à payer, on vous fait payer avant que vous n'allez exécuter. Et quand vous exécutez, nous avons l'obligation de venir contrôler si ce qu'on s'est dit, si ce que vous avez demandé à faire, si c'est ça qui est fait. Les autres publicitaires qui ont des plaques et autres, ils savent ça et il n'y a pas de problème avec eux. Pour décourager la pratique, des sanctions sont prévues pour tout contrevenant. On parle de 30 000 francs CFA d'amende pour chaque affichage sauvage. Il faut penser à la sanction avec d'autres communes. On a échangé parce que ce n'est pas un phénomène qui est seulement sur notre territoire, les communes voisines, Golfe 1, Golfe 3 et autres. Il y a la sanction qui est là. Habituellement, quand on prend le truc, des fois ils ont des numéros là-dessus. On les appelle pour leur dire de venir enlever. Dans le cas où ils n'enlèvent pas, nous enlevons. Mais bientôt, on va essayer de les guetter et puis prendre certains, la mettre dans le sac. L'affichage sauvage est au même titre que la pollution de l'environnement. Donc j'exhorte nos concitoyens vraiment à ne pas céder à ce genre de choses et à être vigilants sur ces genres de situations, à avoir des comportements civiques et citoyens. Il convient aux communes ainsi qu'à la population de veiller au respect de la réglementation régissant les affichages afin de rendre aussi plus attrayantes nos villes. Encore de pollution, mais cette fois-ci de pollution environnementale avec les dépotoirs illicites et incontrôlés. Les impacts sur l'environnement et sur notre santé ne sont plus à démontrer, ce qui inquiète surtout en cette période de crise sanitaire. On fait le point avec Albertine Yakina. Les sensibilisations menées ici et là par les services d'hygiène et d'assainissement, de même que l'agence Canazap, n'ont pas amené tout un chacun à l'idéal commun. L'on assiste toujours au jet clandestin des ordures dans les endroits inappropriés, polluant ainsi l'écosystème. Tout ce qui me consiste à faire la propreté des villes est une spécialité de la NASAP et aussi l'entretien des systèmes d'assainissement qui sont mis en place dans les villes, sans oublier tout ce qui est espace vert, aménagement et réalisation pour un meilleur cadre de vie. Pour les responsables de l'hygiène et de l'assainissement de base, la gestion des ordures ménagères suit un processus et relève aussi de l'autorité de la municipalité. Comment devons vivre dans la communauté pour que nous ne cohabitons pas avec les déchets tant solides que liquides. Associer les services de pré-collecte pour que quand à mon niveau j'arrive à bien confiner ces déchets-là, il faut qu'une société vienne les ramasser pour qu'au fini, ces ordures-là aillent au centre de traitement, d'enfouissement technique à Kévé. C'est la destination finale des déchets solides urbains dans le Grand Lomé. Maintenant, qu'est-ce que nous rencontrons? La plupart des ménages n'ont pas des poubelles adéquates et d'autres transforment les coins de rue ou bien les carrefours en décharges sauvages. C'est une compétence qui incombe le conseil municipal de s'occuper particulièrement de cet état, la part des budgets, des centaines de millions pour de l'assainissement solide et liquide. Dans cette charge également, il y a les services techniques déconcentrés et des organisations qui également œuvrent dans ce domaine. La loi de la décentralisation de 2019 dit que dans les compétences partagées, on assure
c'est un domaine de compétence avec les communes. La direction des services techniques du district autonome du Grand Lomé, qui fait avec nous. Il y a la NASAP, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, qui fait avec nous. Il y a l'ANADEP, l'Agence nationale de développement à la base, qui travaille avec nous. Sans oublier tous les autres aspects des organisations, des ONG, des associations qui œuvrent dans ce domaine. Mais la spécificité ici, c'est que c'est une tâche qu'il faut faire au quotidien, et aussi l'incivisme qui est également une des causes de cette insalubrité-là que nous voyons au quotidien, n'est pas encore totalement anéantie. La propreté est plus une question de santé qu'une affaire du gouvernement. Il faut peut-être aller vers l'étape de sanction pour que les populations prennent en compte l'importance de la propreté, de la salubrité dans leur environnement. Nous travaillons avec les comités de développement des quartiers. Lorsqu'il y a vraiment des situations criades et que nous voyons que la sensibilisation n'a pas marché, il y a des amendes qui vont de 2000 jusqu'à X montant que les officiers de police assermentés infligent aux contrevenants. On parle de salubrité publique lorsque les conditions de vie sont déplorables. Également, lorsque certaines conditions minimales de sécurité ne sont pas respectées et menacent la santé publique. À cet effet, l'une des pistes à prendre en compte comme approche de solution serait l'installation des bacs à ordures aux abords des rues, la construction des latrines dans les ménages, le curage régulé des caniveaux et la collecte régulière des ordures. Toutes ces mesures précédées de sensibilisation sont nécessaires et indispensables. Période de fête de fin d'année, les grandes emplettes riment avec utilisation de sachets plastiques. Des déchets qui se retrouvent très souvent dans la nature. Vous venez de le voir, ils mettent en moyenne 400 ans avant de se dégrader. Brigade de veille environnementale sillonne donc les marchés pour sensibiliser les usagers sur les pratiques citoyennes pour protéger l'environnement. Des précisions avec Yasmine Kodia. Les fêtes de fin d'année sans pollution, c'est possible par la sensibilisation. Les nouveaux marchés de Sabado et d'Aguanivé, pris d'assaut en ces temps de fin d'année par la brigade de veille environnementale BVE. Nous sommes dans la période de grande emplette et tout achat est synonyme d'emballage. Mais ces plastiques non biodégradables, une fois après usage, sont abandonnés et dureront au moins 400 ans dans la nature. Pour l'ONG Togo Environnement Propre, ces sachets sources de pollution doivent être systématiquement remplacés par ceux écologiques, biodégradables en seulement 6 mois. On a bien reçu ce message. Ce sachet est bien pour l'environnement. 6 mois seulement, il est dégradé. Mais le mois nous donne les inondations pour affaiblir l'environnement. Donc nous allons désormais utiliser ce sachet-là. Les femmes, sincèrement, ont apprécié ce que nous sommes venus faire pour elles dans le marché. Nous leur montrons les spécimens de ce sachet et ce que ça devient après quelques jours. Nous avions aussi constaté que les sachets qu'elles utilisent sont remplis vraiment dans les caniveaux. Cette démarche éco-citoyenne de Togo Environnement Propre est d'accompagner l'action de l'État qui a décrété depuis 2011 l'interdiction de la production, commercialisation et usage des sachets et emballages plastiques non biodégradables sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, la mesure peine à être respectée malgré les dommages réels que cela cause sur l'environnement et l'attrait des villes. Aujourd'hui, avec la décentralisation, les communes et associations pro-environnementales ont leur partition à jouer. Aujourd'hui, la commune Gobset est confrontée à l'inondation qu'entraînent les sachets non biodégradables. L'impact, c'est d'amener nos populations à adopter un comportement de civisme pour que notre commune soit une commune modèle. Nous sommes dans une logique pour faire vraiment de la commune Gobset une commune de référence en matière de protection de l'environnement. Nous avons beaucoup de projets que nous allons discuter, nous allons travailler ensemble pour vraiment rendre cette commune vraiment écologique en termes de gestion des ordures et des eaux usées. L'assainissement des villes et la gestion des ordures ménagères s'imposent à tous. Une priorité pour l'ONG Togo Environnement Propre qui propose comme alternative le champignon écologique biodégradable en seulement 6 mois ou le retour à l'usage traditionnel des sacs,
paniers ou autres contenants en allant aux emplettes. Ce communiqué de l'Assemblée nationale pour la suite, la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 17e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 28 décembre 2020 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Un communiqué signé par Yawati Bori-Tiegan, présidente de l'Assemblée nationale. La musique et son influence sur la société, son rôle, adoucir les mœurs, mais aussi faire de la planète Terre un monde meilleur. Comment? Suivez plutôt ce dossier de Germain Bologan que nous présente Ramdan Bassina. Des paroles cachées derrière des instruments, certains pour exprimer un sentiment personnel, d'autres pour transmettre un message. La musique remonte aux temps anciens. Si certains artistes ont opté pour l'art, d'autres font de cette pratique un canal pour informer, conscientiser et sensibiliser. La musique, c'est une sagesse des sociétés humaines. À travers la musique, on peut se sensibiliser, on peut éduquer, informer les gens. Il y a tant d'événements que la musique peut faire dans le social. Chaque pays a son identité musicale. Le Togo aussi. La musique est un facteur énorme de développement culturel. Aujourd'hui, les industries musicales inondent de par le monde. L'économie musicale impacte beaucoup dans l'économie du monde. La musique togolaise aussi peut faire partie vraiment intégrante du développement culturel. Et tous les domaines de la vie sont pris en compte. Nous avons notre tradition. L'Afrique est le berceau de l'humanité. D'où vient ma chanson Afrique à fond. Et nous avons beaucoup de choses. Nous devons aussi valoriser notre culture. La place de la musique est bien définie dans le développement des États. Pour apaiser les cœurs meurtris, penser les blessures du passé, donner le goût de vivre, des artistes engagés dans la bataille apportent leur grain de sel. Chez nous, au Togo, il y a plusieurs sortes de rythmes. Il y a Agbaja, Ageche, Akbese, Bobobo, etc. Mais moi, je fais Agbaja et Ageche. Je fais ma musique pour louer Dieu. Je fais du gospel. Chanter l'amour, le pardon, la réconciliation, la paix. Les thématiques varient d'un artiste à un autre et les rythmes d'un pays à un autre. Même dans les contes, il y a toujours le chant qui est présent. Quand nous parlons d'identité, ce qui donne l'identité, c'est la langue. Nous avons abandonné nos langues maternelles. C'est la langue qui identifie en premier lieu. Et après maintenant, les us et coutumes. La musique faisant partie des arts et de la culture, si elle se développe, c'est la culture du pays qui se développe de cette façon-là. Les artistes sont appelés donc à proscrire la haine, la violence. De plus en plus des pays censurent des sons jugés incohérents et à l'encontre des bonnes mœurs. Et vous suivrez juste après ce journal la deuxième partie de l'émission spéciale de Semaine de sursaut national face au Covid-19. Soyez donc au rendez-vous. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée chez vous dans le respect des mesures barrières. Campagne de rappel Takata. Bonjour, c'est encore moi, Jeannot le mécano. Alors, vous avez sûrement appris que Toyota organise une campagne de rappel concernant les airbags. Eh bien, je vous explique. En effet, le constructeur Toyota a décelé sur un certain nombre de modèles Toyota des dysfonctionnements d'airbags lors des chocs. Les airbags, pour mémoire, protègent les passagers contre des blessures, des traumatismes plus ou moins graves. Ainsi,
pour l'importance de votre sécurité et de votre intégrité physique et de toute personne qui pourrait utiliser votre véhicule concerné, c'est-à-dire votre femme, vos enfants, vos amis. Il incombe impérativement à nous et à vous de coopérer promptement pour la réalisation de cette opération. Alors, comment cela va-t-il se dérouler? Vous possédez des modèles Toyota Hilux, Fortuner, RAV4, Corolla, Avensis ou Yaris des années 2003 à 2015, nous vous demandons de visiter notre site internet. Là, une procédure éventuelle servira à déterminer si votre véhicule est ou pas concerné. Et ensuite, un rendez-vous sera pris dans notre atelier pour la réalisation de cette opération qui prend 2 heures en moyenne. Pour toute information, veuillez appeler le 93 34 61 42. Et rappelez-vous que cette opération est totalement gratuite. Totalement gratuite. Fata. Alors, c'était Jeannot le Mécano. On se retrouve prochainement pour plus d'astuces et de conseils. Roulez bien et surtout, roulez sûrement. Le délai butoir du paiement du premier acompte de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus est fixé au 31 janvier. En effet, le législateur a prévu pour le paiement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus 4 acomptes fixés au 31 janvier, au 31 mai, au 31 juillet et au 31 octobre. Pour le premier acompte, le montant à payer représente le quart de l'impôt payé l'année précédente. Toutefois, pour le premier acompte de l'année, les résultats de l'année N-1 n'étant pas encore connus, la base d'imposition repose sur les résultats de l'année N-2. En termes précis, pour le premier acompte de l'année 2021, la base d'imposition est le quart de l'impôt payé en 2019. Pour toute information complémentaire sur le premier acompte de l'année, veuillez vous rendre au centre des impôts le plus proche ou contacter votre gestionnaire de dossier. L'instant météo avec l'Agence nationale de la protection civile. Bonsoir chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour vos prévisions météo au quotidien. Au cours de cette nuit, des formations nuageuses localisées seront observées dans la région maritime. Une fraîcheur nocturne et matinale sera ressentie dans les savanes, la Kara et la région centrale. Demain, tôt le matin, la brume humide ou le brouillard réduira la visibilité dans les plateaux et la région maritime. Au cours de la journée, le temps sera peu nuageux partout. Pour les températures, demain matin, elles évolueront de 18 degrés à Sokodé à 23 degrés à Atapami, Tabligbo et Lomé. L'après-midi, les maximales iront de 29 à 36 degrés. Ailleurs, en Afrique de l'Ouest, ciel peu nuageux partout, mais associé de poussière au Sahel. La température à Niamey ira de 17 à 38 degrés Celsius. Sur le reste du continent, Johannesburg, Antananarivo et Kinshasa seront sous une pluie orageuse. La température à N'Djamena évoluera de 16 à 37 degrés sous une brume sèche. Le Caire sera ensoleillé.
En Europe, il pleuvra à Madrid, Paris et à Londres. Le froid s'installe à Moscou. On aura moins 12 et 6 degrés sous un ciel neigeux. En Amérique du Nord, il fera froid à Montréal avec moins 5 et moins 1 degré. Une neige faible est attendue à Chicago. Il pleuvra à Los Angeles. Le front intertropical continue d'opérer une descente vers les basses altitudes. Au Togo, il se repère à la limite sud de la région des plateaux. Point final à la météo de ce soir. Merci pour votre attention et bonne soirée à tous. La météo vous a été présentée par l'Agence nationale de la protection civile. Respectons les mesures barrières. Portons tous des masques, lavons-nous régulièrement les mains, respectons la distanciation physique. Appelons le 111 en cas de suspicion des symptômes du Covid-19. Protégeons-nous et protégeons nos proches.